Le 13 mars 2016, pour la première fois, la Côte d'Ivoire était frappée par un attentat terroriste. Bilan, 19 morts. Ce lundi, jour de commémoration de cet attentat, un hommage a été rendu à tous les disparus, toutes les victimes de cette attaque terroriste. L'actualité, c'est aussi le terroriste international Ilich Ramirez Sanchez dit Carlos qui va être jugé pour l'attentat du drugstore Publicis du boulevard Saint-Germain à Paris. Son procès devant les assises s'ouvre ce lundi 13 mars, plus de 40 ans après les faits. Les femmes excellent dans le domaine artistique et leur mérite est reconnu. Plusieurs d'entre elles qui font la fierté du drapeau national ont reçu des prix et des distinctions par le gouvernement et par des institutions internationales. Vous les découvrirez dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 13h. Je vous le disais en titre, le 13 mars 2016, pour la première fois, la Côte d'Ivoire a été frappée par un attentat terroriste, attentat perpétré sur la plage de Grand Bassam et commandité par Al-Morabitoun, branche de Al-Qaïda au Maghreb islamique. Bilan, 19 morts. Ce lundi, jour de commémoration de cet attentat, un hommage a été rendu à tous les disparus, toutes les victimes de cette attaque terroriste. La cérémonie d'hommage aux 19 victimes de Grand Bassam a lieu donc ce lundi. Une minute de silence a d'ailleurs été respectée tout à l'heure à 12h45 à Grand Bassam en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement et sur toute l'étendue du territoire national. 12h45, c'est l'heure à laquelle les tirs ont commencé il y a un an, jour pour jour. On écoute le vice-président. C'était donc la minute de silence observée tout à l'heure à 12h45 à Grand Bassam. Vous entendrez le vice-président de la République dans nos prochains journaux. Que s'est-il passé exactement ce jour-là, ce dimanche noir pour la Côte d'Ivoire? 13 mars 2016, une date gravée à jamais dans les mémoires. Retour sur les faits avec notre reporter Michel Digré. Et puis j'ai entendu les coups de feu. Donc j'ai mis les rideaux là. Mais je voyais rien, c'était que des coups de feu que j'entendais. Ils ont tiré sur les gens, il y a les cadavres qui sont à la plage. Et puis on a vu plein de sang. Dimanche 13 mars 2016, peu avant 13h, Bassam bascule dans l'horreur. Un commando terroriste de 6 individus, lourdement armés, ouvre le feu sur clients et personnel de 4 réceptifs hôteliers. La vidéo fait le tour du monde comme une traînée de poudre. L'information est relayée dans la ville, créant des scènes de panique. Des centaines de personnes tentent de quitter la zone de l'attaque, quadrillée par les forces de sécurité. J'étais avec mes amis ensemble quand on a entendu des coups de feu sporadiques. Et là, on a dû se réfugier dans notre atelier jusqu'à ce qu'on ait maintenant la route pour évacuer. La riposte des forces armées de Côte d'Ivoire ne se fait pas attendre. 3 assaillants sont neutralisés. 3 éléments des forces spéciales ivoiriennes perdent la vie au cours de l'intervention. Officiellement, l'attaque terroriste de Grand Bassam a fait au moins 15 morts parmi les civils et de nombreux blessés.
Un an après le drame, l'enquête a beaucoup avancé, notamment grâce à la coopération entre les services de renseignement d'Afrique de l'Ouest. Les détails avec Gabrielle Zani. Elle a rencontré le procureur de la République, Ado Richard. Le réseau des terroristes qui a endeuillé la Côte d'Ivoire le 13 mars 2016 sur les plages du Grand Bassam est plus que jamais dans le collimateur des enquêteurs. Les victimes directes, notamment les 33 blessés, et les parents des personnes qui ont perdu la vie, continuent d'espérer en la justice. Je voudrais m'incliner respectueusement sur la mémoire des morts et ensuite rendre hommage à tous les blessés, ceux qui continuent aujourd'hui de traîner les stigmates de cette attaque. C'est d'ailleurs en pensant à toutes ces personnes qui constituent pour nous une source de motivation supplémentaire que nous faisons tous les efforts pour faire avancer les enquêtes. Plusieurs personnes ont d'abord été interpellées, 16 personnes. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une trentaine de personnes interpellées, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays. La justice ivoirienne est sur la piste de plusieurs personnes impliquées dans l'attaque de Grand Bassam, selon le procureur. Dès les premières heures, AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, a revendiqué à travers sa branche Al-Noura Mitoun et qui a désigné Kounta Dalla, qui était à Abidjan, comme le planificateur. Mais nous sommes conscients que c'est des pions qui ont été utilisés et que les vrais organisateurs sont dans l'ombre. Pas plus tard que le week-end dernier, au niveau de Dakar, il y a eu 2 arrestations. Au Mali, il y a au moins 4 arrestations qui ont été opérées de ceux-là même qui ont tout organisé, planifié et qui ont envoyé des jeunes gens pour tirer à bout portant sur des Ivoiriens qui étaient à la plage et qui aspiraient juste à un moment de détente. Pour faire face aux urgences, les attributions des ministères de la Défense et de la Justice ont été renforcées. Une cellule spéciale d'enquête, d'instruction et de lutte contre le terrorisme a été également mise sur pied. Cette unité composée de policiers, de gendarmes et de magistrats planifie les actions préventives à toute attaque terroriste. La cellule logée au ministère de la Justice a un contact permanent avec d'autres procureurs au niveau international. Des rencontres ont eu lieu au Kenya, à Bamako et au Sénégal dans le cadre de cette enquête. À ce niveau, la collaboration de la Côte d'Ivoire avec le Mali a donné quelques résultats. Le Mali est très engagé. Les responsables de sécurité au niveau de toutes les frontières se réunissent souvent également pour échanger les informations. C'est d'ailleurs au niveau de ces échanges des informations que nous leur donnons et qui ont permis donc d'aboutir à ces prises qui sont assez importantes. Puisque aujourd'hui, c'est vraiment le Kounta Dalla qui est encore recherché. Sinon, même les autres qui n'ont pas encore été appréhendés, nous avons des informations qui nous permettront de remonter. Le terrorisme n'a pas de frontières. Les enquêteurs n'en auront pas non plus. C'est pourquoi la justice ivoirienne travaille très étroitement avec le FBI, des spécialistes allemands, français et Interpol pour dénicher les penseurs des attaques meurtrières. Mais cet effort international ne suffira pas, selon le procureur. Les populations doivent s'impliquer en dénonçant tout fait suspect. Ce 13 mars-là, Grand Bassam a été meurtri, frappé en plein cœur par cette attaque qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Venues sur la plage pour prendre du bon temps, plusieurs personnes jamais ne retourneront chez elles, fauchées par la mort, s'écroulant sous les balles assassines des terroristes. Des vies se perdaient ainsi ce dimanche-là. Dans le même temps, l'activité économique de la ville historique, le tourisme, prenait aussi un coup. Comment se portent les activités touristiques aujourd'hui? Quel est l'état de santé de l'économie à Grand Bassam? Élément de réponse avec Alexis Ouedraogo. Ce matin, chef Alexis est un peu en retard. Bonjour, bonjour. Dans sa petite cuisine de l'Étoile du Sud, pas le temps de traîner. Alexandre! Alors, vous êtes où? Il met ses troupes au travail. Comme tout ça lavé, carottes, tout ça la lavé. Salade verte, c'est pas lavé. Si les commandes en cuisine n'affluent pas vraiment en grand nombre depuis l'attentat, le chef, lui, tient à la qualité de tous les plats qui sortent de sa cuisine. En semaine, on avait au moins 20 à 30 couverts par jour. Mais maintenant, on tourne autour de 7 couverts. La raison pour laquelle on a laissé la grande cuisine pour venir en petite cuisine. Parce que là-bas, il y a trop de charges, de gaz. Vous voyez, on travaille avec 2 feux plus une cuisinière. Or, là-bas, on travaille au moins avec au moins 4 cuisinières, 4 grandes cuisinières, au moins 3 fours, quand ça allait. Mais l'hôtel refuse de plier les chines. Il y a quelques mois, il a même accepté de prendre 4 nouvelles stagiaires à la réception.
Pour le directeur Jacques Ablé, il est important, malgré les pertes, de maintenir l'espoir. C'est vrai que c'est dur pour nous. C'est vrai que, comme je dis, on n'a toujours pas les aides qu'il faut, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas permettre aux Ivoiriens des lycées, des collèges de venir faire leur formation chez nous. Avant, on avait un taux d'occupation de près de 70%. Pendant les événements, on sait qu'on est descendu à 0 presque. Et là, aujourd'hui, on est entre 20 et 25. Les gens nous disent franchement, hein, ah bon, un séminaire Étoile du Sud, ça. On dit non, venez, c'est rassurant, venez. Mais les gens ont toujours cette crainte-là. Non loin, M. Ouattara est le président des hôteliers de Grand Bassam, patron du Warfotel, et dresse lui aussi un bilan assez mitigé de la reprise et fait l'état des lieux du secteur. Il a fallu au moins 6 à 7 mois qu'il y ait un vrai redémarrage des activités. Ce qu'il aurait fallu, c'était de mettre en place une mesure d'accompagnement, notamment avec les impôts, avec les taxes, avec l'électricité, avec l'eau, tout ça. Mais malheureusement, il n'y a rien qui s'est passé de ce genre. Nous, hôteliers, nous, restaurateurs, nous sommes convaincus d'une chose. Le tourisme est le premier levier de développement d'un pays. Quand un pays a le tourisme qui est en hausse, tout est en hausse. Il était, lui, aux premières heures de l'attentat, au four et au moulin. Bonjour. Rien de particulier. Hein. Le maire, Ezali Philippe, a veillé à la répartition du don du gouvernement estimé à 300 millions de francs CFA. S'il reconnaît une petite reprise de la vie économique, il invite encore les entreprises et séminaristes à privilégier davantage la destination Bassam. À l'attention donc des sociétés privées et autres qui ont des séminaires ou des rencontres de toute nature, Bassam est un cadre idéal de réflexion avec plusieurs hôtels qui sont dédiés à cela. On a l'avantage avec l'autoroute de rallier Abidjan en 15-20 minutes. Donc vraiment on invite également le maximum d'opérateurs économiques à utiliser Bassam comme une plaque tournante pour les séminaires, les cérémonies. On a nos artisans qui travaillent le bois, l'or, le batik. C'est made in Grand Bassam et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc là également les touristes sont invités à revenir à Bassam pour cela. Bassam est debout. Bassam attend en tout cas la Côte d'Ivoire et le monde entier. La ville historique de Grand Bassam a été frappée il y a aujourd'hui 1 an par cet attentat terroriste qui a endeuillé des familles, brisé des destins, mais surtout impacté la vie économique. Première capitale de la Côte d'Ivoire, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Bassam reste debout avec ses plages et ses infrastructures hôtelières. La ville entend demeurer incontournable pour le monde des affaires en Côte d'Ivoire. Le Centre de coordination des décisions opérationnelles continue d'assurer sa mission de sécurisation des personnes et des biens. Le CCDO a été créé le 11 mars 2013 après 4 ans d'existence. Quel bilan dresser? Comment les populations apprécient-elles le CCDO? Que savent-elles même de ses missions? Quelles sont les missions du Centre de coordination? Les réponses maintenant. Abidjan, la perle des lagunes, capitale économique de Côte d'Ivoire où il fait bon vivre et où le climat est favorable aux affaires. Pour cause, la sécurité est garantie. L'indice de sécurité dans le pays est passé, selon le président Alassane Ouattara, de 1,6 en janvier 2015 à 1,2 en décembre 2016. Une performance obtenue grâce, entre autres, au CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles. Moi, ici à Bourg-Belleville, j'étais là-bas la nuit comme ça, les petits, j'étais à quartier là-bas et ils sont assis, ils sont en train de fumer les drogues. Et puis ils sont venus les attraper devant nous tous même. Depuis qu'ils sont arrivés, on constate qu'on peut sortir n'importe quelle heure, rentrer à n'importe quelle heure. Au niveau des braquets, vous êtes sans ignorer que le braquage de motos est quasi perpétuel. Et grâce au CCD aujourd'hui, le braquage des motos a véritablement considérablement baissé dans la région de Bouaké. 11 mars 2013, 11 mars 2017, voilà 4 ans que le chef de l'État, chef suprême des armées, lançait les activités du CCDO.
4 ans après, il était important de savoir ce qui a été fait. Les missions du CCDO, nous en avons 6. La sécurisation des sites stratégiques, la participation à la lutte contre le grand banditisme, la participation à la lutte contre le terrorisme, la prévention des atteintes à la sûreté de l'État, la contribution à la gestion des grands événements et la 6e mission, la contribution à la gestion des secours d'événements calamiteux. Ce samedi, en ce jour anniversaire, le directeur général de la police nationale, par ailleurs coordonnateur du CCDO, initie une visite terrain par l'ensemble des cadres du centre de coordination de quelques sites sensibles à Abidjan et banlieue. Première destination, Abobo, centre émetteur. Ici, tout le monde est en place. Quelques minutes d'échange, tour du propriétaire et c'est le départ. La délégation est attendue à Yopougon, à la Maka, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Ici également sont postés des agents CCDO. Autre commune, autre site sensible, la RTI, la maison de la télévision à Cocody. Ici, ils nous donnent l'information et c'est de façon ensemble que nous faisons nous pratiquons nos exercices à chaque fois qu'il y a une situation. Il y a une parfaite synergie, rien à assimiler les missions, ça peut se produire sans. Puis, le cap est mis sur Grand Bassam, sur la plage, à l'hôtel Étoile du Sud, théâtre des attentats terroristes du 13 mars 2016. Là encore, la présence du CCDO rassure. Nos clients ont peur quand ils voient qu'il n'y a pas de sécurité, mais aujourd'hui, ils sont très contents, ils reviennent parce que quand ils arrivent sur le terrain, ils voient toujours que la police est là, ça les rassure déjà. Ce dimanche-là, jour de l'attaque terroriste, le CCDO avait joué un rôle important. Le Centre de coordination des décisions opérationnelles a d'ailleurs fini par se définir comme un acteur essentiel dans la protection des personnes et des biens. À l'issue de cette tournée et de retour à la base, Youssouf Kouyaté est fier de ce qu'il a constaté sur le terrain. Au nom du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, au nom du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au nom du ministre de la Défense, du secrétaire du CNS, au nom également du chef d'état-major général des armées, du commandant supérieur de la gendarmerie, à mon nom personnel, nos encouragements et nos félicitations. Et pour le travail qui a été abattu, pour l'attitude que le CCDO a eue vis-à-vis de l'actualité du moment, et j'exhorte les cadres à continuer davantage, à mieux faire. La cérémonie d'hommage aux 19 victimes de Grand Bassam a donc eu lieu ce lundi matin, 13 mars. Une minute de silence a d'ailleurs été respectée tout à l'heure à 12h45 à Grand Bassam, donc en présence du vice-président et des membres du gouvernement sur toute l'étendue du territoire également. C'est l'heure à laquelle les tirs ont commencé, 12h45. Il y a un an, jour pour jour. Vous savez que quand cette attaque a eu lieu, le président de la République est venu très rapidement sur les lieux pour reconforter donc sa population et passer des messages de condoléances et de prompt rétablissement, notamment en ce qui concerne les blessés. Vous savez aussi qu'il y a pris les dispositions pour aider les personnes qui ont donc été victimes. Je suis heureux de constater que un an après, Bassam est debout, que les gens ne se sont pas laissés abattre par cette attaque terroriste lâche, mais que la vie revient. Donc ce que je peux dire, c'est d'abord des remerciements au président de la République, qui a décidé ces commémorations, comme je le disais donc le 8 mars dernier, mais aussi donc de l'appui qu'il a bien voulu apporter pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Je pense que c'est un exemple pour toute la Côte d'Ivoire, que quelle que soit la situation difficile dans laquelle on peut se retrouver, il faut apprendre à rester debout, à se battre et faire en sorte que l'espoir et la vie dominent. C'est ce que Grand Bassam, je crois, que montre. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour remercier tous les chefs d'État et de gouvernement qui sont, vous savez, venus ici en son temps pour porter
des témoignages de condoléances à la Côte d'Ivoire entière. Il y a aussi donc des délégations qui sont venues porter leurs témoignages. Et je crois que c'est une solidarité qui a été particulièrement forte et que les Ivoiriens ont fortement appréciée. Je pense qu'il faut tous unis derrière le président de la République, travailler pour que la paix s'accélère, se développe dans notre pays et que l'émergence que le président de la République a promis donc, pour 2020, nous puissions donc tous travailler ensemble, soudés, pour que cette émergence se réalise. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous venez d'entendre le vice-président Daniel Kablan-Duncan. C'était tout à l'heure lors de la cérémonie d'hommage aux victimes de l'attaque terroriste de Grand Bassam. Pendant que la Côte d'Ivoire rend hommage aux victimes de cette attaque terroriste, plus de 40 ans après les faits, le terroriste international Ilich Ramirez Sanchez dit Carlos va être jugé pour l'attentat du drugstore Publicis du boulevard Saint-Germain à Paris. Après 20 ans de cavale, il a été arrêté puis emprisonné en France depuis une vingtaine d'années. Son procès devant les assises s'ouvre donc ce lundi matin, 13 mars 2017. Ici en Côte d'Ivoire, l'OFT, l'Observatoire de la fluidité des transports, a présenté récemment le bilan de ses activités au cours de l'année 2016. Il s'agit d'un condensé des actions de l'Observatoire dans le cadre de sa contribution à la libre circulation des personnes et des biens. Le rapport révèle les baisses significatives des pratiques anormales et des barrages routiers sur les différents axes du pays. Justine Seydjike pour en savoir plus. Un rapport technique plus ou moins satisfaisant, d'autant plus que l'Observatoire de la fluidité des transports, OFT, de par ses activités de sensibilisation, a permis la baisse drastique des pratiques anormales et des barrages routiers sur les différents axes du pays. Les actions commencent à porter. Il faut juste maintenir la pression, il faut juste maintenir le cap et redoubler d'efforts pour que vraiment le racket diminue sur nos routes et que les congestions aussi diminuent sur nos routes. www.fluiditétransport.gouv.ci, le site internet de l'OFT désormais à la disposition des usagers et des transporteurs pour recueillir leurs préoccupations. Malgré ces avancées, des défis majeurs restent à relever, notamment la réduction des points de contrôle à 2 sur les axes routiers inter-États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Nous souhaitons qu'il y ait une matérialisation avec une présignalisation de tout ce qui est poste de contrôle routier en Côte d'Ivoire, de manière à ce que vraiment les conducteurs sachent où s'arrêter ou ne pas s'arrêter. Pour réussir sa mission, à savoir assurer d'une part la fluidité et la continuité des transports dans toute la chaîne des transports et d'autre part veiller à la libre circulation des personnes et des biens, l'OFT souhaite avoir un statut lui permettant de mener des actions répressives. À Assuéfry, le député-maire Yeboah Sévérin, lui, vient de réaliser un foyer des jeunes dans la région du Gontougo. Un foyer mis à la disposition de la mutuelle pour l'essor de Dimba. D'une capacité de 600 places, ce foyer des jeunes a coûté 25 millions de francs CFA. Les détails avec Franck Quadio. Les jeunes de Dimba, dans la région du Gontougo, ont désormais un lieu de retrouvailles. Un foyer des jeunes vient d'être mis à leur disposition par le député-maire d'Assuéfry, Yeboah Sévérin. D'une valeur de plus de 25 millions de francs CFA, ce foyer a une capacité de plus de 600 places. L'initiative est saluée par les bénéficiaires qui comptent en faire un bon usage. La cérémonie d'inauguration a été l'occasion pour les différents intervenants d'exhorter les populations au vivre ensemble, gage d'un développement durable. La mutuelle pour l'essor de Dimba a rendu hommage aux donateurs pour toutes ces actions de développement qui concourent au bien-être des populations. Construction d'écoles, de centres de santé, électrification de villages, reprofilage de voies, autant d'actions à mettre à l'actif du député-maire Yeboah Sévérin. Un petit mot de culture pour finir. Les femmes excellent, vous le savez, dans le domaine artistique et leur mérite est reconnu. Plusieurs d'entre elles font la fierté du drapeau national. Elles ont reçu des prix et des distinctions remises donc par le gouvernement et par des institutions internationales. Qui sont ces femmes? Regardez. Je n'en sais rien. Les femmes qui sont dans les aides des domaines de l'art, je n'en sais rien. Je ne connais pas les femmes. Je ne connais pas les femmes qui sont dans l'art. Et pourtant, des femmes pratiquent l'art au quotidien dans toute sa diversité.
Mathilde Moreau fait partie de ces femmes passionnées de l'art. Actuelle directrice de l'école des beaux-arts de l'INSAC, Institut national supérieur des arts et des actions culturelles, elle est connue pour son coup de pinceau. Moi, il fallait beaucoup de courage, d'abnégation et de passion, parce que c'est la passion aussi qui me guide. Je ne m'arrête pas parce que je n'ai pas vendu un tableau, donc. Mais moi, j'ai besoin de m'exprimer, de montrer aux yeux du monde ce que je sais faire. Donc, je ne peux pas me décourager. C'est sûr qu'il y a eu des moments très, très difficiles. Être mère de famille, enseignante, et puis exercer son art aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Mathilde Moreau ne limite pas son art en Côte d'Ivoire. Dans sa quête de savoir, elle a passé 4 ans à l'Académie centrale des beaux-arts de Beijing, en Chine. Je participe à des expositions, à des workshops, vous voyez l'affiche qui est là-bas, c'était en Chine, à des ateliers. Bon, ça vraiment, il y en a depuis l'Afrique du Sud, la Pologne, la France, et puis c'est un peu partout, quoi. Rosemarie Guiraud est une prêtresse de la danse en Côte d'Ivoire. Fondatrice de l'école de danse et des chants culturels EDEC, elle ne résiste pas à la frénésie des tambours, malgré le poids des ans. Ambassadrice de la culture ivoirienne, elle met son art au service des déshérités. Et quand tu es le panneau publicitaire, tu dois être parfait. Parce que c'est à partir de moi que beaucoup d'enfants veulent baser leur éducation. Donc je dois faire attention de ce que je dis, de ce que je fais et de ce que je leur propose. La prêtresse de l'EDEC a inspiré bon nombre de danseurs et de danseuses en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas ici de Nina Kipré, directrice de la compagnie Tchétché. La personne qui m'a inspiré plus, c'est Marie-Rose Guiraud, parce qu'on était toutes petites, et cette dame-là, je regardais tout le temps ses vidéos à la télé, à la RTI. Et ça fait un déclic dans ma tête, je me suis dit, attends, je peux exercer le métier que j'adore. Et c'est elle qui m'a donné cette force-là, qui m'a enseigné toutes ces valeurs-là de femme, mais aussi en tant que danseuse, comment une danseuse doit se tenir, comment une danseuse doit s'exprimer, comment une danseuse doit être vis-à-vis de ses fans, si on veut voir. C'est une dame à grand cœur, qui était vraiment généreuse, mais en matière de travail, elle était vraiment rigoureuse. La danse lui a permis de faire le tour du monde et de se réaliser dans la vie. Par la grâce de Dieu, la compagnie Tchétché a été primée par l'UNESCO et ça a été vraiment un honneur pour cette compagnie. Ça veut dire que l'UNESCO reconnaît le travail qui a été fait et une joie aussi pour nous. Et c'est à partir de là que les tournées ont commencé aux États-Unis, en France, en Asie, un peu partout dans le monde entier. Auteur, dramaturge, metteur en scène, chanteuse, écrivaine et fondatrice du Kiyimbok, Warawere Liking est une artiste multidimensionnelle. Depuis plusieurs années, elle vit sa passion. L'art, c'est quand ce qu'on fait associe la beauté à la maîtrise technique et à la profondeur des pensées, de santé. Et ça, même à la cuisine, il y a un art. Même au chant, il y a un art. Donc pour moi, l'art est très important. Le village qu'elle a créé est devenu depuis 1985 une école de vie. C'est une école où on apprend d'abord à découvrir qui on est et le rapport de soi à ce qui nous entoure. Des femmes sont également promotrices de l'art. Isabelle Kassi-Fofana, présidente d'Aquaba Culture, a instauré depuis quelques années un prix littéraire pour récompenser les écrivains du monde francophone. Le livre, pour moi, c'est toute ma vie. Très tôt, je me suis intéressée aux lettres, aux livres. Je lisais des ouvrages qui n'étaient pas vraiment de mon âge. Mais enfin, à la suite, il y a eu le métier que j'exerçais qui m'a obligée à continuer dans ce domaine du livre-là. Je ne peux que me réjouir d'être active et en plus dans un domaine que j'ai choisi et que j'aime. On le voit, l'art n'est pas destiné qu'aux hommes. Elles sont nombreuses, ces femmes passionnées qui exercent dans le domaine artistique. Honneur donc aux femmes artistes. Le reportage a été signé Davis Oyo et Issa Chonan Yeo. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, 13h.